Philippe et Sylvain Tesson, bonjour. 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 Le père et le fils, l'un éditorialiste, journaliste de très longue date, très connu de très longue date, Sylvain Tesson, écrivain, grand voyageur. Vos succès, le très grand succès de Sylvain Tesson, écrivain vu par le père, comment c'est d'avoir un fils qui réussit tellement? C'est le bonheur. C'est pas la fierté. Hein. C'est le bonheur. Voilà, c'est le sentiment d'une harmonie totale, complète. Oui, voilà. La fierté, ça serait autre chose. On me demande souvent, vous devez être fier de votre fils. Je prends presque ça comme une humiliation. Et donc, je préfère la réponse par là, du truchement du bonheur. C'est vrai, c'est très agréable pour un père. D'autant plus que je ne pensais pas qu'il connaîtrait jamais cette renommée et qu'il n'aurait jamais ce succès. Enfin, je ne veux pas dire par là qu'il était un enfant cancre. Non, au contraire. Mais il était tellement fait pour la liberté, même pour la solitude, que je ne pensais pas que il deviendrait aujourd'hui presque une sorte d'emblème. Des tirages extraordinaires, une fascination pour Sylvain Tesson, pour son accident, pour la marche, Oui. pour sa connaissance de la Russie. On abordera tous ces thèmes-là. Il n'y a jamais de jalousie. On dit tellement, le père et le fils, tu es le père, tu es le fils, etc. Non, mais jamais aucune jalousie. Vous plaisantez, mais je suis sûr que si vous aviez vous avez peut-être d'ailleurs, si vous aviez un fils, vous comprendriez parfaitement, vous ne seriez certainement pas jaloux, vous seriez profondément content. Alors de temps en temps, on joue, il y a un jeu, mais il n'y a pas de compétition. Écoutons le fils. Il n'y a pas de compétition, tout ça est vrai. Mais Sylvain oui, Tesson. je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais... Enfin si, je sais pourquoi d'ailleurs, on ne macère pas dans les doctrines psychanalytiques, bizarrement. Et je crois savoir pourquoi. C'est que d'abord, nous préférons agir, nous préférons nous parler de ce que nous faisons plutôt que de clapoter dans des espèces de confidences un peu racornies. Alors du coup, nous ne connaissons pas ni la jalousie ni la compétition. Voilà. Mais nous aimons l'émulation, ce qui n'est pas pareil. Il y a plusieurs leçons de vie chez vous, le père et le fils, on l'évoquera tout à l'heure. La première qui me frappe, je vous entendais avant l'émission, vous conversez. Il y a une conversation entre vous, une conversation de deux hommes tenus comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'amour des mots. Lui, il l'a converti en une production quotidienne journalistique, puisque ça s'appelle d'ailleurs le quotidien. Pour ça que ça, c'est la différence qu'il y a entre nous. C'est que moi, je m'adresse à des lecteurs qui, de temps en temps, me font l'amabilité d'acheter mes livres une fois tous les 2 ans, tandis que lui, tous les jours, proposait un éditorial, et aussitôt que l'éditorial était terminé, il l'oubliait, il passait à autre chose. C'était une plasticité cérébrale et une sorte d'acrobatie permanente que moi je n'ai pas. Moi je suis lourd, je suis un percheron, je suis un cheval de la bourre, tandis que lui est un funambule, contrairement peut-être à la réputation acrobatique que j'ai. Alors, le funambule et le percheron, on verra les deux portraits. Vous dites la réputation acrobatique, votre chute. Vous savez très bien que, alors dans le livre Une très légère oscillation, dans la perception qu'on a de vous, ça compte énormément. Cette chute de combien? 10 étages? Oui. 10 mètres, pardon. Peu importe. Pas 10 étages, vous n'auriez pas survécu, mais enfin, ça, c'est une rupture dans une vie. Une rupture physique. Oui, enfin d'ailleurs, je me permets de vous dire que dans le livre où j'en parle de manière assez rapide. D'ailleurs, je ne me suis pas beaucoup étendu là-dessus, parce que je crois qu'il faut plutôt oublier les adversités que l'on éprouve. Je crois beaucoup à la vertu de l'oubli. Oui, bien sûr que c'est un changement dans ma vie, ne serait-ce que parce que les difficultés physiques ont déterminé un nouveau comportement de vie. Mais je crois que les grandes aspirations pour le voyage, le mouvement et l'énergie n'ont pas changé. Vous racontez effectivement tout le retour au mouvement, à la marche, à l'énergie, à marcher, à monter à Notre-Dame. Pour quelqu'un d'aussi mobile que vous, intellectuellement, physiquement, être immobile très longtemps à l'hôpital, c'était comment? C'était la perspective que cette immobilité allait durer était effroyable pour moi. Et c'est quand j'ai compris, grâce à l'attention de mes proches et aux merveilles de la médecine, il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir cet accident au début du 21e siècle et non pas au XIIIe siècle dans une ferme de l'Aubrac. La perspective de la fin du mouvement était pour moi effroyable. Et quand j'ai pu le reconquérir, alors je me suis jeté à corps perdu dans la reconquête de cette chose qui est pour moi essentielle à la vie. Je n'aime que ça dans la vie, le mouvement. Je trouve que l'évolution nous a dotés d'un appareil de mobilité et je veux m'en servir jusqu'un jour à l'épuisement des derniers feux.
Vous êtes un très grand styliste, Sylvain Tesson, et il y a toujours le mot surprenant ou la scène surprenante chez vous. Par exemple, qui est au chevet de qui dans un hôpital? Ça m'a frappé en vous le disant. C'est pas si net. Oui, 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 je vois à quoi vous faites allusion. J'ai remarqué, parce que je suis resté un long moment alité, que beaucoup d'amis et de proches venaient me visiter. Et j'avais parfois l'impression que toute leur sollicitude, un peu jouée, leur pitié finalement, malgré eux, leur pitié dangereuse, leur affection, mais un peu sucrée, finalement, me faisait plus mal qu'autre chose. Et j'avais l'impression moi-même de devoir à un moment me porter à leur secours pour essayer de les vivifier un peu. Ça s'appelle le masque d'enterrement que vous croyez obligé de porter lorsque vous arrivez dans une chambre où quelqu'un est alité. Et à ce moment-là, celui qui est en mauvaise position devient finalement celui qui est le plus énergique des deux. La force de survie, vous allez avoir 90 ans, 90 ans, 90 ans. Chez votre fils, vu de vous, c'est comment? C'est vu comme un bienfait de l'hérédité. Vous parlez de la mienne ou de la sienne? Les deux. Ben voilà, vous avez tout dit. C'est tout à fait la même dans son principe. C'est pas la même dans sa traduction. Nous ne consacrons pas nos énergies aux mêmes fins, aux mêmes enjeux, et je peux dire. Celle de Sylvain, la supériorité de Sylvain sur moi, c'est que cette énergie est à la fois intellectuelle et physique. Chez moi, elle n'est pas physique, j'ai peur du vide, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de la montagne, je n'aime que les plaines rassurantes. Voilà. Je ne serais pas suisse d'une certaine façon, parce que partout où vous êtes, ici, c'est superbe. Mais le danger est là pour moi. On vous a beaucoup opposé, l'homme de la nature, l'homme de la ville, l'homme de la fuite ou du voyage, vous le mondain. Vous avez beaucoup été dans le monde, au sens des débats, la vie publique, vous la vie reprenez politique. Le vocabulaire péjoratif de mon fils, qui me raille souvent, en me disant tu es mondain, etc., qui dit partout mais mon père est un mondain. Non, je suis un Vous êtes mondain. Vous avez l'accent mondain, vous avez l'accent gratin typique des mondains. Voilà, on l'entend, c'est magnifique. Oh là là, comme vous me haïssez. Non, mais je sais pas. Si je suis mondain, je pourrais dire alors qu'il est sauvage. Ouais. Il est un peu sauvage. Je suis un peu mondain, mais c'est vrai. Mais je dirais davantage, je suis un être plus social que Sylvain. Social, sociable, je suis socialisé. Lui n'est pas à l'aise dans la non pas, je parle pas de la foule, il n'est pas à l'aise dans le collectif. Voilà, il n'est pas à l'aise non plus dans les hypocrisies, les mensonges, les usages de la société. C'est vrai, il est plus pur que moi, plus franc. Mais attention, nous ne faisons pas le même métier. Moi, je suis journaliste. Un journaliste solitaire, un journaliste autiste ne peut pas être un bon journaliste. C'est pas possible. Je suis sûr que vous êtes également aussi socialisé, aussi excentrique. En regardant votre fils et cette espèce de concentration du temps qu'il y a quand on est écrivain, vous avez eu des regrets parfois d'avoir trop donné au monde, aux superficialités, le côté Charlus, certains disent, la vie est là. Vous avez eu des regrets parfois de ça? Est-ce que mon expérience est telle et si longue que est-ce que je suis encore lucide? Oui, je le crois. Mais ce n'est pas parce que j'aime être dans la société que je ne porte pas un jugement sur elle. Je n'aurais pas vécu dans l'univers social que décrit Marcel Proust, comme vous dites. Pas question. Non, c'est mon métier d'être social. C'est mon métier d'être à certains égards mondain. C'est mon métier d'être aux autres, dans la société des hommes. Encore une fois, je considère quand même un bienfait d'avoir la lucidité de les juger. Deux vocations liées aux mots. Il y a des très belles scènes que vous racontez, le père sur le fils, sur la bibliothèque. La bibliothèque dans laquelle votre fils écrivain a découvert les auteurs, les mots. Voilà. Comment elle était cette bibliothèque, ma bibliothèque est une bibliothèque commune. C'est à vous que je pose la question. Vos plus anciens souvenirs, Sylvain Tesson, de la bibliothèque paternelle, qu'est-ce que c'était? J'ai plutôt moi, je suis venu très tard à la lecture. J'étais un cancre assez longtemps, assez doué. J'ai été un cancre assez doué dans la cancritude, si tant est que le mot existe. Donc les souvenirs que j'ai sont plutôt les souvenirs des livres que lisait mon père. Qu'est-ce que c'était? Le romantisme allemand, les livres, les encyclopédistes des Lumières. Des choses que je comprenais pas très bien. Moi, je voyais défiler ces livres-là, le romantisme français, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, et la fantaisie douloureuse, sourde, mélancolique des Russes, des dramaturges russes. Ah, déjà, la Russie, on en reparlera, elle était là. Mais non seulement déjà, mais qui a fini par être infusée dans l'atmosphère que
mon père et ma mère créaient dans leur propre maison, dans laquelle les trois sœurs tchécoviennes ne se seraient pas senties totalement étrangères, car il régnait un mélange comme ça, de mélancolie, de Elles fantaisie, étaient d'ailleurs de dans la musique. maison. Deux d'entre elles étaient en maison, puisque j'ai deux sœurs. Elles étaient là, il manquait plus que le samovar et nous aurions été dans une pièce de Tchekhov. Donc voilà, ça, ce sont les souvenirs que j'ai. Et puis ensuite, ces souvenirs sont devenus une sorte de stupeur chez moi, puisque vous parlez de la question des mots, face à cette apparente contradiction qu'il peut y avoir chez un homme qui prétend exercer à la fois le métier de journaliste et le métier d'homme de théâtre. Puisque quand même dans un cas, ce qui est le vôtre, journaliste, vous êtes là pour dire ce qui est et dépeindre la réalité, la vérité. Puis dans l'autre, vous êtes là pour jouer la réalité, jouer à la réalité, contourner la réalité et donner l'illusion. Et on finit par se demander parfois s'il n'y a pas un télescopage des deux principes. Ça perturbe un enfant bien né. Si le journaliste n'est pas en train de jouer à l'homme de théâtre, et réciproquement. Alors, vous avez abordé la question russe, la passion russe chez vous, c'est quand même quelque chose de considérable. C'est venu d'où au plus ancien, à part cet aspect, disons, livresque? Le premier moment où vous êtes senti russophile, c'était quand? Je crois que c'est venu de ma mère, puisque ma mère qui était médecin, qui a disparu il y a 3 ans, ma mère qui était médecin avait fait un voyage très fondateur chez elle en Russie dans les années 70, un voyage d'études médicales qui l'avait amené à vivre 6 mois à Moscou. Et elle en avait rapporté une véritable passion pour la Russie qu'elle nous a un peu transmise. Et puis, c'est venu de ce que je viens de vous dire à propos de cette atmosphère qu'on sentait percoler comme ça dans le climat de la maison et dans le jardin dans lequel nous avons été élevés. Tout ça, c'est un jour résolu dans quelque chose de très concret, puisqu'en 91, le jour de la chute de l'Union soviétique, en août 91, quand Evgeny Yanaïev a fait son putsch, nous sommes trouvés par hasard en Russie, à Moscou, parce que nos parents nous avaient emmenés. Comment? Pas par hasard. Vous y étiez allés parce que vous aviez senti que le régime allait s'écrouler. On y était allés parce qu'on avait envie d'y aller pour assister à ce théâtre-là qui était quand même historique et invraisemblable. On a fait un voyage qui nous a amenés à... on vous a mis des marteaux dans les jours où on cassait le mur de Berlin. En même temps, il y avait la consécration de Václav Havel en Tchécoslovaquie. Nous sommes allés là-bas. En même temps, il y avait l'assassinat, si je puis dire, enfin le procès de Ceausescu en Roumanie. Nous les avons amenés là-bas. Ça, c'est pas mal, Sylvain Tesson, un père qui vous offre ça. Mais oui, et c'est d'ailleurs, c'était un moment très étonnant pour eux aussi, parce que c'est une des premières fois au cours des 30 ou 40 années où tu faisais la rédaction en chef de journaux, où mon père, je l'ai vu revenir à sa fonction de journaliste, quasiment reporter. Il s'est mis à faire ce qu'il envoyait normalement ses collaborateurs faire, c'est-à-dire un reportage sur le terrain, la chute de l'Union. Alors, vous êtes tombé, amoureux de la Russie, vraiment amoureux. Chez vous, c'est évidemment la nature russe, l'immensité russe. Ça a pris à quel moment? Oui, moi, je vois pas très bien comment on ne peut pas ne pas être absolument fasciné par cette espèce de matrice spirituelle, intellectuelle, dramatique, où on a l'impression que la conversation avec la nature n'a pas été totalement interrompue, ni la conversation avec Dieu. Et tout cela dans un rapport à l'histoire qui continue à être tumultueux. Enfin, on n'est pas tellement dans la social-démocratie là-bas. C'est pas la peine d'insister là-dessus. Aujourd'hui, en Europe, c'est presque devenu un clivage majeur. On est pro-russe ou anti-russe, on aime bien les Russes ou pas, pro-Poutine ou anti-Poutine. C'est presque devenu Philippe Tesson. Oui, on se définira toujours par rapport à l'homme russe. L'homme russe, c'est l'individu le plus théâtral de la création humaine. L'homme russe est baroque. L'homme russe est tourmenté, tumultueux. On dit toujours qu'il y a un esprit russe, il y a un génie russe. Et ce génie aura toujours un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Je le crois profondément. C'est vrai historiquement, c'est vrai encore aujourd'hui, ça le sera perpétuellement. Tant que l'homme pourra quand même se définir en tant que spécifique, car peut-être arrivera un jour où il n'y aura plus ces identités. Ça renvoie à ce problème identitaire qui est un des problèmes majeurs du moment, et il l'est encore pour des décennies. Oui, vous avez abordé la question politique, le côté, vous dites, c'est pas très social-démocrate, l'autorité,
certaines valeurs premières comme la nation, une certaine vitalité, l'honneur, c'est davantage porté chez eux que chez nous? Oui, certainement. Ils ont même inventé par la bouche de Poutine l'expression de la verticale du pouvoir, la démocratie dirigée. Ça vous plaît, ça? Non, c'est pas que ça me plaît. Parfois, on constate les choses sans pour autant y apporter son adhésion. Simplement, je constate, notamment, il y a des Français comme, souvenez-vous de Mestre, qui à Saint-Pétersbourg s'apercevait que l'homme est méchant et l'homme, parce qu'il est méchant, a besoin d'un joug. Les Russes sont toujours convaincus de cette idée-là. Et deuxièmement, ils n'ont pas été irrigués, ça c'est Milan Kundera qui dit ça, ils n'ont pas été irrigués par la raison, qui est si importante pour nous, enfin, par le cartésianisme qui a complètement irrigué notre psyché française, ça leur a échappé. Sois sincère, on est entre nous ici, ça te plaît. Oui, bien évidemment que ça plaît. Je trouve ça moi, soporifique, si vous voulez, qu'un conseil d'administration de financiers berlinois qui statue sur le sort de la Grèce. Je préfère des pop. La social-démocratie, la bien-pensance, ça, pour vous, c'est un ennemi, la bien-pensance. C'est un ennemi très ancien pour vous, Philippe Tesson. C'est ontologique. Et c'est commun, nous partageons cette pulsion. Pas un fantasme, c'est une pulsion, c'est un élan, vraiment. Oui. Nous n'aimons pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est génétique, mais c'est également un peu réfléchi. Et c'est vrai mes enfants ont été élevés dans cet esprit-là. Ça a été le seul principe directeur de leur éducation. C'est quoi aujourd'hui exactement, s'il fallait définir la bien-pensance, le conformisme, c'est quoi à vos yeux? Par quoi se caractérise-t-il? Par la lâcheté, essentiellement. Par la lâcheté, par la peur. La soumission à l'angoisse tout à fait légitime que traverse aujourd'hui l'humanité. C'est encore plus fort que jamais car il y a cette angoisse, il y a cette peur. C'est assez nouveau, ça. C'est d'ailleurs pourquoi on assiste à une évolution très, très forte de cette faiblesse humaine. Penser comme les autres, c'est montrer qu'on n'est pas soi-même. Un exemple très précis, il est présent dans ce que vous avez écrit, notamment les attentats. La manière dont l'Occident français, notamment, appréhende les attentats, ça vous a surpris? Oui, enfin, en tout cas, la manière dont elle en parle, sans nommer l'ennemi. C'est-à-dire on connaît bien cette histoire-là. Les attentats sont des attentats islamistes. Ils ne sont pas des attentats venus d'une espèce comme ça de matrice flottante dans une spéculation. Non, ils ont un nom et ce nom n'est pas donné. Quand on dit par pudeur, radicaliser sans dire, etc., c'est ça qui vous heurte? Oui, c'est ça, les loups solitaires, les radicaux, enfin toutes ces choses-là. Non, nous aimons mettre des noms sur les choses et je crois que cette très étrange et douloureuse distance que nous avons prise avec le verbe vient aussi d'un phénomène tout à fait récent chez vous comme chez nous, en France comme en Suisse, qui est l'enrégimentement par l'arsenal légal du langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le verbe et la parole et l'expression est soumise à la législation. Ça s'appelle les lois sur le discours. Mon père en a d'ailleurs été victime il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire au moment où des journalistes mouraient en France sous les coups des terroristes islamistes, on avait l'impression que ses compères, ses collègues avaient plus d'indignation pour ses emportements et ses colères que pour l'assassinat de leurs collègues. Ça m'a beaucoup impressionné. Alors, pour mettre fin du langage. Philippe, vous avez été très souvent l'homme de droite de service dans les années 80, quand il y avait tous ces débats, il existait encore un Marché, un Mitterrand, etc. Vous étiez souvent l'homme de droite de la tablée. Aujourd'hui, pour vous, être de droite, c'est ça? C'est cette façon d'être, par exemple, pro-russe? Il y a beaucoup maintenant de cette alliance, la droite et les... Autre façon de poser la question, est-ce que ce conformisme qu'on est en train de dénoncer appartient à la droite ou à la gauche? Ou est-ce que c'est différencié? Je crois qu'il est commun. Il est commun à l'être humain, aux citoyens, notamment aux citoyens français de l'époque, mais il se manifeste autrement. Il y a, je dirais, il y a chez la droite, dans la droite, du fait de ses intérêts, de la manière conservatrice dont elle défend ses intérêts, et du fait de ses conceptions qui l'éloignent un peu des contraintes morales, c'est moins sensible à droite qu'à gauche. Car comme la gauche
l'esprit de gauche est un esprit sentimental. D'ailleurs, hommage lui soit rendu, enfin c'est ainsi qu'on dit en tout cas. Il paraît qu'il y a plus de cœur à gauche qu'à droite. Je veux bien l'admettre. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus de compassion, qu'on prend en compte des valeurs morales qu'on prend moins à droite. Donc, si on a une morale, on est évidemment plus tenté de la modération, donc de l'esprit public et de la pensée unique. Mais alors, votre diagnostic, c'est quoi? C'est que l'Occident, c'est quoi? Ramolli? Vous parlez de l'Occident? Oui. Mais c'est quoi l'Occident pour vous? C'est également l'Amérique? Ah oui, c'est disons l'Occident. Non, l'Occident, la France, l'Allemagne, Non, l'Occident européen en tout cas. Je ne crois pas qu'on puisse poser les choses en des termes de ramollissement ou de durcissement. Il s'est simplement aperçu qu'il n'était plus seul sur Terre. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est l'Europe qui s'est ramollie. Ramollie est péjoratif. L'Europe a souffert. L'Europe n'est plus ce qu'elle était. L'Europe est faible. Elle est plus seule. Voilà, exactement. Elle est trop relativiste, elle s'est trop relativisée, c'est ça? Vous pensez que les Russes, par exemple, ont cette espèce de force vitale où eux se sentent encore? Probablement à cause de ce qui s'est passé pendant les 70 ans de l'interrègne soviétique, c'est-à-dire en fait une épouvantable réduction de toute chose à la politique de masse, enfin collectiviste. Probablement, aujourd'hui, ne veulent-ils pas tout réduire à la simple chose économique. Et du coup, ça permet de faire jaillir d'autres urgences, notamment celle de recourir au verbe, à la parole, et puis à des structures plus intellectuelles et culturelles. Alors, généalogie, le fils, le père. Si on remonte encore, vous me disiez milieu provincial conservateur, votre père à vous? Oui, tout à fait. Une éducation plutôt traditionnelle, mais en même temps un milieu éclairé. Une bourgeoisie, certes, une petite bourgeoisie, bourgeoisie commune, si je puis dire, mais éclairée. Très éclairée. Moi-même, j'ai reçu une éducation fondée sur le principe de liberté et d'insoumission. C'est à la mode, mais je ne suis pas insoumis à la manière Mélenchon. Mon insoumission est d'un autre ordre. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas égalitaire, elle n'est pas... Enfin, bref, vous l'avez compris. Elle est plutôt héritée du XVIIIe siècle. La transmission entre votre père à vous et Sylvain, c'est quelque chose qui existe? Ah ben totalement, ces principes-là, oui. Ah oui, à ce moment-là, oui, il y a c'est devenu... Alors on dit c'est un gène, je ne veux rien dire, où est le gène, où est l'origine? Là, c'est un grand mystère. Il y a une tradition, il y a à cet égard ce qu'on pourrait appeler une transmission. Et il y a une vitalité qui est très frappante. On évoquait chez tous les deux, énergie, vitalité, devant la mort de votre mère notamment, je crois que vous citez Yankelevitch, qui dit la leçon que donnent les morts, c'est simplement qu'il faut se hâter de vivre. Je vous cite exactement. Oui, c'est ça, se hâter de vivre, être dans un appétit de la vie. Ça, c'est quelque chose qui a probablement beaucoup été hérité par moi de mon père. Ce goût, cet appétit, cette disposition à un certain bonheur de la vie, cette curiosité. Voilà maintenant des décennies, sauf ton respect, qu'il voit devant lui des jeunes dramaturges, des jeunes auteurs, des jeunes hommes de théâtre qui viennent lui présenter des textes. Il est toujours intéressé. Il n'y a pas de résignation, il n'y a pas d'endormissement, il n'y a pas de fatigue. Il semble imperméable à la lassitude. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse notamment physiquement à la vitalité, mais intellectuellement aussi. Et ce qui me fascine chez les alpinistes qui continuent à gravir des sommets à 80 ans, me fascine beaucoup chez lui dans d'autres domaines. Merci Sylvain et Philippe Tesson. On lira bien sûr une très légère oscillation. Et puis on suit partout Philippe Tesson, toujours. Merci à l'un et à l'autre. Merci beaucoup. Merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.